La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public averti. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 7, Képri. Nous avons quitté la piste depuis plus de 5 minutes, et malgré la puissance des phares du patrol, j'ai du mal à distinguer la route à suivre parmi les herbes hautes et les épineux. Je dois rester très concentré, d'autant que dans ce coin, la boussole de bord ne nous est d'aucune utilité. Si je ne savais précisément dans quelle direction nous allons, l'instrument me dirait que nous sommes complètement perdus. En fait, nous longeons la périphérie de l'anomalie magnétique que Nathalie est chargée d'étudier. Le plateau de la boussole s'affole et ne cesse de tourner dans tous les sens. Mais pour l'instant, ce n'est pas sur un des 2 sites de prise de mesure que je conduis Nathalie. Depuis que nous avons fermé la porte de la grande case, vers 5h30, elle cherche à me faire dire où nous allons, et je m'obstine à lui répondre que c'est une surprise. La seule indication que je lui ai donnée hier soir, juste avant que nous allions dormir, est qu'elle allait vivre quelque chose de très spécial, au point qu'elle ne pouvait même pas l'imaginer. Ça l'a tellement excitée qu'elle n'a pu s'endormir qu'après un gros, très gros câlin. Mais nous avons tout de même réussi l'exploit d'éteindre la lumière avant 22h. Contrairement à ce que je craignais, elle n'a fait aucune difficulté pour se lever à 4h30. Et pour tout avouer, c'est même elle qui m'a tiré du lit. Une bonne douche et un solide petit déjeuner plus tard, le ciel était encore clouté d'étoiles lorsque nous sommes sortis dans la fraîcheur de la nuit. Nous roulons depuis une demi-heure, nous devrions être arrivés. Nous y sommes. Le vieil arbre mort biscornu qui émerge dans la lueur des phares est le repère que je cherchais. Je coupe le moteur et mets le commodo d'éclairage sur off. L'obscurité et le silence qui nous environnent tout à coup sont impressionnants. Enfin, le silence, pas tout à fait, car presque instantanément, la nuit se remet à chanter et à striduler. Les milliers de criquets, grillons et autres insectes musiciens n'en ont pas terminé avec leur concert nocturne. C'est une nuit sans lune et il va nous falloir 1 ou 2 minutes d'adaptation à l'obscurité avant de distinguer quoi que ce soit. La fraîcheur est encore piquante et je vérifie qu'elle a bien gardé son blouson avant d'inviter Nathalie à descendre. Sans oublier au passage la couverture pliée sur la banquette arrière, je fais le tour du 4x4 et la rejoins. Le départ du sentier est tout juste à gauche de l'arbre mort. Tenant la main de Nathalie pour la guider, je m'y engage sans hésiter. L'obscurité est totale, et malgré mon aptitude particulière à la vision de nuit, j'aurais déjà quitté le chemin si je ne le connaissais presque par cœur, au caillou près. Je viens ici depuis 2 ans, chaque fois que je suis en mission. Je sais donc que le sentier forme une spirale, et que nous sommes en train de gravir une petite colline d'une 20aine de mètres. De jour, à son sommet, on peut voir à des kilomètres à la ronde, bien au-delà des limites de la plantation. Pour l'heure, nous ne voyons même pas la pointe de nos chaussures, et il est logique que Nathalie demande « Mais pourquoi nous n'avons pas pris une torche ? Question à laquelle je ne peux que répondre. Parce que ceux qui ont érigé ce que tu vas voir connaissaient tout juste l'usage du feu. C'est pour ne pas déranger leurs esprits que j'ai volontairement laissé cet accessoire dans la voiture. Toute autre personne aurait réagi en stoppant net et en posant une foule de questions. Seule une légère pression de la main de Nathalie m'indique qu'elle a compris ce que je viens de dire, et que ma réponse lui paraît tout à fait sensée. La déclivité du sentier est à peine perceptible, et nous arrivons au sommet de la colline sans être essoufflés. Je sais que nous y sommes par la légère brise qui vient caresser mon visage. Derrière moi, Nathalie ne dit rien, mais je sens tous ses sens en éveil. Le crissement des insectes, un instant interrompu par notre présence, reprend tout autour de nous et s'arrête de nouveau à chacun de nos pas. À la consistance du sol, qui a changé sous mes pieds, je sais que nous venons d'atteindre la plateforme qui couronne la butte. Nathalie m'a suivi, sans un mot. Ce que je cherchais est devant nous. Je ne le vois pas vraiment, mais je sens sa présence. Quant à Nathalie, elle a tout de suite noté la disparition d'un certain nombre de constellations dans le ciel étoilé. Une grande ombre verticale barre le ciel. Sa voix est calme. Qu'est-ce que c'est ? Un monolithe.
Un monolithe? Oui, plus de 3 mètres. Viens, touche. Je lui prends les 2 mains et les pose sur la surface froide et granuleuse de la pierre. Oh mon Dieu, mais c'est arrondi? Comme certains menhirs. Attends, 1 minute. Je déploie la couverture et l'étale au sol. Voilà, tu veux bien enlever tes bottes? S'appuyant sur mon épaule, elle obtempère. Je la guide sur la couverture, me déchausse à mon tour et la rejoins. Bien, maintenant nous avons 3 options. Ah bon? Lesquels? La première, rester habillé. La deuxième, nous mettre torse nu et... Ne me dis pas que la troisième est de se mettre tout nu. Elle ne peut pas le voir, mais je souris. Tu es terriblement perspicace. Tu veux que nous fassions l'amour dans l'obscurité? En plus, il fait froid. C'est vrai que la fraîcheur nocturne est encore piquante. Bien que ce ne soit pas le but premier de l'excursion, ce n'est pas inenvisageable. J'entends son petit rire et je devine qu'elle est en train d'enlever son blouson. Tu m'as dit que tu venais ici chaque fois que tu étais en mission. Quelle option prenais-tu? La plupart du temps, torse nu. Mais il m'est quelquefois arrivé de me déshabiller entièrement. Lorsque tu venais avec une femme? Je ris franchement. Non, tu es la première personne que j'amène ici. Homme ou femme. Elle marque une hésitation, puis entreprend de se dévêtir. Je serai certainement morte de froid d'ici 5 minutes. Mais tu en porteras la responsabilité. J'essaie de la rassurer. Ne crains rien, il y en a juste pour 10 minutes, tout au plus. Comme elle, je me déshabille. Viens, nous allons nous asseoir sur la couverture. Non, le dos à plat contre la pierre. Mais la pierre est glacée. Dans l'ombre, je caresse ses cheveux. C'est tout à fait supportable. Pour que tes reins soient bien collés au monolithe, plie tes jambes et pose tes pieds bien à plat au sol. Ah bon? Il ne t'a certainement pas échappé que l'anatomie d'une femme est quelque peu différente de celle d'un homme. Je crains que dans cette position, une de ces petites bêtes que l'on entend chanter prenne cela pour une invitation à venir se mettre au chaud. Si tu m'entends crier, c'est que c'est le cas. Nous sommes dos à la pierre, épaule contre épaule. Elle grelotte, mais n'a pas perdu son sens de l'humour. Je lui prends la main. Regarde attentivement devant toi. Je ne vois rien. Patience, encore 1 ou 2 minutes et tu devrais distinguer quelque chose. Et de fait, comme je termine ma phrase, une pâle lueur pointe à l'horizon. C'est vraiment si ténu que nous ne l'apercevons que grâce à notre accoutumance à l'obscurité. Nathalie ne dit mot, elle a cessé de trembler. Peut-être sent-elle ce qui va survenir. Là-bas, au loin, la lueur a grandi et nous distinguons vaguement ce qui nous entoure. La colline sur laquelle nous sommes et, légèrement en contrebas, le ruban liquide du Chari qui file tout droit vers l'horizon sur 2 à 3 kilomètres avant de faire un coude et disparaître derrière un escarpement rocheux aux pentes couvertes d'épineux. La lueur s'intensifie et dans le même temps, comme s'il pressentait quelque chose, tous les insectes s'arrêtent instantanément de striduler. La surface du fleuve ressemble à un miroir de mercure. Je sens la main de Nathalie qui se crispe dans la mienne. Elle ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais son corps, lui, l'a déjà compris. Instinctivement, elle tire ses épaules en arrière pour faire saillir ses seins, dont les tétons sont raidis par le froid. À la seconde où elle achève de prendre une profonde inspiration pour gonfler sa poitrine, un point lumineux rouge vif apparaît tout au loin, à l'endroit précis où le fleuve rejoint l'horizon. C'est comme si, de mercure, l'eau se changeait en une coulée d'or pur. Et puis, tout va très vite. Le point lumineux rouge double, quadruple, décuple, devenant un disque de feu. Une langue de lave court sur le fleuve de plus en plus vite et vient droit sur nous en un éclair. La pointe en fusion nous frappe en pleine poitrine et nous cloue à la pierre, tandis qu'une chaleur intense envahit chaque cellule de notre corps. Nathalie a crié. Non un cri aigu de peur, mais un cri rauque, sourd, semblant venir droit de son ventre. Elle renverse la tête en arrière. Comme un bouquet de flammes, sa crinière d'or ruisselle sur le granit, dont chaque grain miroite tel un diamant. Son corps est parcouru de spasmes. C'est comme un orgasme long et profond. Képri, le dieu soleil, vient de prendre son offrande. Et puis, la lumière envahit tout l'espace. Le jour s'est levé et le disque roi triomphant monte sur l'horizon.
Tout doucement, Nathalie ramène sa tête en avant, entr'ouvre à peine les yeux, tant la lumière est vive. Son souffle s'apaise. Elle a comme un sanglot, et presque incrédule, passe furtivement une main sur son sexe, puis masse doucement ses seins. Dans le soleil levant, son corps est une statue d'or vivant. Elle murmure, et c'est à peine si j'entends sa voix. « Jesus Lord! John! John! J'ai... » C'était orgasmique. J'embrasse chacune de ses mains qui tremblent encore. Tu viens de communier avec Khépri, le premier dieu de la trinité solaire de l'Égypte antique. Les Aztèques, quant à eux, pratiquaient ce rituel à chaque solstice et offraient une vierge au dieu en prenant son cœur. Nathalie a retrouvé le contrôle de ses sens. Elle me sourit, se penche vers moi et m'embrasse doucement. Sauf que je ne suis plus vierge depuis longtemps et que mon cœur est déjà pris. Je me lève encore hésitant, tant j'ai été comme chaque fois secoué par l'expérience. Je lui tends la main. Viens, habille-toi vite, et redescendons à la voiture avant d'être grillés vifs. Dans 1 heure, à cet endroit précis, il fera plus de 40 degrés. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si la chaleur était concentrée par ce monolithe. Elle se met debout, nue et magnifique dans le soleil, se retourne et pose ses mains à plat sur la surface rugueuse. On dirait une de ces pierres levées comme il y en a tant en Irlande ou sur d'autres terres celtes. En connais-tu d'autres dans ce pays ou ailleurs en Afrique? Je me rhabille alors qu'elle caresse la pierre comme si elle était vivante. À ma connaissance, il en existe une semblable au Cameroun et d'autres plus petites à Bouar en Centrafrique. Mais l'Afrique est si vaste qu'il doit y en avoir quelques autres que personne n'a encore jamais vues. Elle se retourne, fait 2 pas, pose ses mains sur mes épaules. Le rayonnement dont son corps s'est abreuvé scintille dans ses yeux. Je crois bien que je suis la seule astrophysicienne à avoir fait l'amour avec une étoile. Elle rit et commence à s'habiller. Et dire qu'il y a 4 mois, l'Afrique n'était pour moi qu'une abstraction, et le serait sans doute restée si je ne t'avais rencontré. Aujourd'hui, je foule cette terre sous mes pieds, j'entends 1001 bruits qui tous ont un sens. Je marche sous le ciel immense de la savane, où la mince barre noire à l'horizon me dit que les pluies approchent. Ce continent est un livre qui raconte l'histoire de l'humanité et nous montre ce que sera son avenir. Je crois que toute une vie ne serait pas suffisante pour apprendre ne serait-ce que les premières lettres de son alphabet. Elle a fini de s'habiller. Je ramasse la couverture, la secoue à l'écart et la plie soigneusement. Je lui tiens la main pour redescendre. Attentive à sa marche sur ce terrain inégal, elle semble cependant plongée dans de profondes réflexions. Arrivés au patrol, je lui ouvre la portière. Elle me remercie d'un tout petit sourire. Il y a maintenant 5 minutes que nous avons retrouvé la piste de latérite, et nous avons peut-être encore 20 bonnes minutes de route avant d'atteindre la première zone de mesure. Nathalie n'a toujours pas desserré les dents. Un pli vertical barre son front. Quelque chose l'aurait-il contrarié? Rien, du moins à en croire son propos de tout à l'heure. D'ordinaire, je respecte ses silences, mais là, compte tenu de ce qu'elle vient de vivre, je me sens autorisé à lui demander si tout va bien. C'est comme si elle se réveillait. Elle cligne plusieurs fois les paupières et se masse le haut du nez, entre le pouce et l'index. Ne t'inquiète pas, John. Je me sens bien. Comment pourrais-je ne pas l'être après ce moment fabuleux? Tu avais l'air d'être, préoccupé. Elle pose sa main sur ma cuisse. Oh, rassure-toi. J'étais juste en train de me remémorer ce que j'avais vécu avec toi depuis 4 mois, et j'ai repensé à ce que me disait Sajni. Sajni? Oui, Sajni. Je t'en ai parlé, souviens-toi, cette femme indienne qui gère l'institut de Tantra que je fréquentais avant de te connaître. Ah oui, je m'en souviens. Et que disait-elle? La savane que nous traversons est assez monotone et plate, et la piste totalement rectiligne, ce qui présente l'avantage de ne pas exiger une totale concentration pour la conduite. Nathalie est cependant un peu nerveuse de me voir conduire si vite en toute décontraction. Elle s'interrompt. Pardon, John, mais pourrais-tu ralentir? Je lui souris. Si tu veux, mais ça ne va pas être aussi confortable.
Je ralentis donc et instantanément le 4x4 se met à vibrer, au point de croire qu'il va carrément se disloquer. Nathalie est totalement paniquée. Que se passe-t-il? Je ne sais si son bégaiement est dû à l'angoisse ou aux vibrations du véhicule, qui s'amplifient encore. Je réaccélère et instantanément, les vibrations diminuent jusqu'à cesser totalement, dès que l'aiguille du compteur se repositionne sur 70. Nathalie me regarde, les yeux ronds. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est clair que ses sorties précédentes ne l'ont pas amenée à faire l'expérience de la tôle ondulée. Je lui explique en quelques phrases en quoi consiste ce phénomène qui, sur les pistes en latérite, entraîne en saison sèche la formation d'ondulations perpendiculaires au sens de la circulation. Si tu ne veux pas que les roues passent alternativement du creux d'une ondulation au sommet de la suivante, en entraînant ces secousses, tu es obligé de maintenir une vitesse dite vitesse d'écrêtement. À cette vitesse, les roues n'ont plus le temps de redescendre et n'ont de contact qu'avec la crête des ondulations. Le véhicule cesse donc de vibrer. Je rajoute en riant. Tu devrais pouvoir mettre ça en équation, mais revenons plutôt à ce que disait Sajni. Rassurée par mes explications, et surtout par la disparition de ces vibrations infernales, Nathalie m'envoie un bisou qu'elle souffle sur sa main. Ah oui, ce que disait Sajni. Mais d'abord, te souviens-tu de ce qu'est l'orgasme tantrique? Je n'oublie jamais rien de ce que tu me dis. Petit rire. Parfait. Donc, Sajni pense que chacun d'entre nous peut atteindre cette forme d'extase, mais que certains ont plus de prédispositions que d'autres. Elle insiste beaucoup sur le fait que ce qui est prépondérant n'est pas tant le désir qu'éprouvent les partenaires que l'amour qu'ils se portent. Le désir et l'amour sont les clés qui ouvrent la porte de l'illumination. Je quitte la piste des yeux une seconde. Je comprends ce que tu me dis, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Au simple fait que j'ai connu avec toi des orgasmes d'une intensité que je ne soupçonnais pas possible et dont je considère que certains sont proches de l'orgasme tantrique. Je fronce les sourcils, cherchant toujours à comprendre. Mais encore? Que ce soit avec ou sans le tantrisme, j'ai déjà connu des orgasmes très forts avec certains partenaires. Tu veux dire... Oui, déjà à l'université, mais aussi au Blue Velvet ou au Saphir par exemple. Je lui adresse un sourire rapide et me reconcentre sur ma conduite. C'est normal, tu es une femme très sensuelle. Une pression de ses doigts sur ma cuisse. D'accord, mais avec toi il y a eu Barbizon, où pour la première fois de ma vie, j'ai eu des orgasmes d'une fulgurance telle que je pensais ne pas pouvoir y survivre. 1 mois plus tard, c'était dans les Keys avec Gabriel, et c'était très fort. Aujourd'hui, il y a 10 minutes, il n'y a pas eu de rapport sexuel, mais c'était tellement violent et profond que j'ai cru que j'étais transformée en lumière. Un bref instant, j'ai senti mon esprit quitter mon corps. Elle s'interrompt un instant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je suis certaine que j'atteindrai bientôt cette illumination dont je m'approche chaque fois un peu plus. Elle rajoute en serrant encore plus fort ses doigts sur ma cuisse. Et je ne pourrai le faire qu'avec toi, parce que c'est la force de notre amour qui me portera. J'en suis certaine. Parce que je n'ai joui si fort avec Gabriel que grâce à ton amour. Ce souvenir m'émeut tellement que ma vue se brouille. Tu étais si belle, tu étais transfigurée. Je pose ma main sur la sienne, nos doigts s'étreignent. Je t'aime tant, Nat. I love you too, Jan. Et tu sais, tout à l'heure, seules nos mains et nos épaules se touchaient, mais c'est ton amour qui m'a fait chevaucher la lumière. Nous allons arriver au premier point de mesure. Je ralentis, ce qui nous vaut quelques vibrations, et m'engage en brousse. L'herbe jaunie est plus rase ici qu'ailleurs, sans doute à cause des grands acacias qui poussent dans la zone, et dont l'ombre est très dense par endroits. Je stoppe sous le plus grand d'entre eux. Voilà, nous sommes arrivés. Veux-tu... Oui, je veux bien. Il me faut une demi-seconde pour comprendre. Mais la façon dont Nathalie me regarde est sans équivoque. Elle rit. Rassure-toi, je ne vais pas te violer. Je voudrais juste que tu me prennes dans tes bras et que tu m'embrasses très fort tant que je suis encore fraîche, ce qui ne sera plus le cas dès que l'on aura commencé à décharger le matériel.
Je me penche vers elle alors qu'elle déboutonne son chemisier et dégrafe son soutien-gorge. Elle prend ses seins à deux mains et me les offre. Ses yeux sont chargés de désir. Embrasse-les, s'il te plaît. Comment résister devant de telles merveilles? Pendant une longue minute, je les embrasse avec tout l'amour et la douceur qu'ils méritent. Et lorsque je les abandonne sur un dernier baiser, leurs tétons sont aussi durs que le diamant de la bague à son annulaire gauche. Elle prend ma tête entre ses mains. Ses lèvres sont douces, chaudes et légères comme un papillon. Sa moue de dépit et son soupir sont plus qu'éloquents. À regret, elle replace les deux colombes dans leur nid et reboutonne son corsage. Je crois qu'on a un travail à faire. Le temps de décharger le matériel, de positionner les capteurs, et le travail de mesure commence. Nathalie se tient à la console du magnétomètre. Quant à moi, je déplace les piquets sur ses indications. À ce petit jeu, je suis vite en nage. La réserve d'eau fraîche dans la coudoir du Patrol va nous permettre de travailler pendant plus d'une heure, sans trop nous déshydrater. Nathalie relève la tête de l'écran de son oscilloscope de contrôle. C'est bon pour ce site. On rembarque. Ranger et recharger au plus vite le matériel dans la chaleur qui monte pour retrouver la climatisation du 4x4. Nathalie tire un Kleenex de la poche de son jeans et s'éponge le cou et le front. Monte, j'arrive. Où vas-tu? M'isoler une minute. J'ai dû boire un peu trop d'eau et ne regarde pas. Son froncement de sourcils est supposé me dissuader de lui désobéir. Je m'installe donc au volant et mets le moteur en marche pour rafraîchir la cabine, tandis qu'elle s'éloigne de quelques mètres sur l'arrière du véhicule. Elle se pense sans doute à l'abri des regards indiscrets. Mais a-t-elle vraiment oublié que, comme tout véhicule, le 4x4 est équipé de rétroviseurs? Je ne le crois pas une seconde. Je suis de plus certain que son penchant exhibitionniste lui a même fait choisir l'angle idéal pour que je ne perde rien de cette opération délicate. Elle prend tout son temps, puis le Kleenex qu'elle tenait encore à la main termine son long voyage depuis l'Europe, où il a été fabriqué, derrière une touffe d'herbe desséchée de la savane tchadienne. Toute souriante, elle ne se presse pas davantage pour remonter en voiture. La façon dont elle me regarde est plus qu'explicite. Chacun de ses gestes était parfaitement calculé, pour qu'aucun détail ne puisse m'échapper. Le regard circulaire que je jette alentour l'interpelle. J'ai été trop longue? Un peu, j'étais inquiet. Instantanément, son sourire s'efface. Inquiet? Mais pourquoi? Je prends mon air le plus sérieux. Il y a pas mal de léopards dans le coin. Tu plaisantes? Non, pas du tout. À la façon dont elle me scrute, je vois bien qu'elle n'y croit pas vraiment. Attends, on vient de travailler pendant plus d'une heure là dehors, et c'est seulement maintenant que... Mon sourire, qui doit plutôt ressembler à une grimace, achève de la convaincre que je ne plaisante pas. Je perçois comme un relâchement de tout son corps. Ses épaules s'affaissent. Son regard et les traits de son visage deviennent presque inexpressifs. Elle bafouille. Mais... Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je fais un rapide tour d'horizon. Tout est calme parmi les acacias et les hautes herbes qui se balancent doucement dans le léger vent qui vient de se lever. Tout est ok. De toute façon, tu vois, il n'y avait rien à craindre dans l'immédiat. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'un léopard ne soit attiré par ton odeur. Manifestement, elle ne comprend pas tout. Il me faut être plus précis. Toutes les tribus africaines vivant sur des zones habitées par des félins, en particulier des léopards, savent qu'il ne faut jamais amener les femmes à la chasse. Lorsque cette règle est transgressée, il y a quelquefois des accidents. Tu veux dire que les léopards s'attaquent aux femmes? Eh bien, ce n'est pas exactement ça, plutôt aux hommes. En fait, pour une raison encore non éclaircie, sans doute liée aux phéromones féminines, surtout émises en période d'ovulation, les léopards les voient comme des femelles, et donc voient les hommes comme des rivaux. La terre se serait entr'ouverte sous ses pieds que Nathalie n'en serait pas davantage sidérée. Tu veux dire que si je ressors, je risque de me faire sauter par un léopard? Je ne peux me retenir de rire, mais Nathalie ne partage pas du tout mon hilarité. Non, rassure-toi, ça n'arrive jamais, mais il vaut mieux ne pas tenter le diable. Elle prend une profonde inspiration. J'ai toujours beaucoup apprécié ton sens de l'humour. Bon, allons-y, parce que rien ne dit que si un léopard arrivait, je ne me laisserais pas séduire.
C'est à moi de faire une drôle de tête. Elle éclate de rire, rajuste ses rébanes. En route, Bushman. On a du boulot. Un rapide coup d'œil dans les rétros, je démarre. Il n'y a que 10 minutes de route d'ici notre second site de relevé, et je peux conduire plus doucement, car nous avons bifurqué sur une piste de sable dur, sans revêtement de latérite, donc plus de tôle ondulée. Tout en conduisant, j'observe le profil de Nathalie, du coin de l'œil. À quoi attribuer ce sourire énigmatique ? Elle se tourne vers moi. Est-ce une zone boisée là où nous allons? Je lui ai expliqué que les léopards affectionnaient ce genre d'endroit. Non, c'est un sol caillouteux, plutôt un coin à pintade. Encore un quart d'heure et nous arrivons sur site. Cette fois, pas un coin d'ombre, que le sol rocailleux et le soleil. Une vraie fournaise. Il va falloir se couvrir la tête. Nous avons chacun une casquette, mais c'est insuffisant, et j'ai prévu un complément. Je récupère 2 pièces de coton blanc dans mon sac, demande à Nathalie d'ôter sa casquette, dispose l'étoffe sur ses cheveux et replace son couvre-chef. Je viens de lui confectionner en 3 secondes un couvre-nuque très efficace contre les insolations et j'en fais autant pour moi. Nathalie a un large sourire. Pas besoin de miroir pour voir à quoi je ressemble. Welcome, Mr. Livingston. Il est plus que temps de se mettre au travail. Nous sommes bien rodés et chacun sait ce qu'il a à faire. Les gestes s'enchaînent sans temps mort. Pause hydratation tous les quarts d'heure. Alors qu'elle allait boire, Nathalie fait un bond de côté, et l'eau qu'elle était censée avaler inonde son corsage. Juste un couple de pintades, encore plus effrayés qu'elle, qui s'enfuit en poussant des caquettements de protestation. Elle porte une main à sa poitrine. Mon Dieu, fichus oiseaux. J'ai eu la trouille de ma vie. J'ai cru que c'était un léopard. Elle se tourne vers moi, l'air furieux. Sans doute d'avoir été prise en flagrant délit de panique. Mais c'est de ta faute aussi, avec tes histoires de léopards en rut qui sentent la présence d'une femme à 3 kilomètres. Se remettant au travail, elle rajoute. Pas de commentaires, s'il te plaît. Le ton et le regard sont péremptoires, et je me garde bien d'émettre le moindre son qui pourrait être mal interprété. Une demi-heure plus tard, et quelques litres de sueur en moins, nous refermons et chargeons la dernière mallette de mesure dans le coffre du patrol. Nathalie se laisse tomber sur le siège avant, déboutonne sa chemise et se fait de l'air avec la carte sur laquelle j'ai tracé itinéraire et points de repère. Seigneur, quelle chaleur! Je ne sais pas comment Bertrand peut faire pour passer toutes ses journées dehors et rester en forme. Je pousse la clim et démarre. C'est le retour en France qui va être dur pour lui. Je suis sûre que le seul climat qu'il va regretter est celui du pays. Sûrement pas celui de la vie dans la cité cadre. Évitant un trou qui se transformera en bourbier à la saison des pluies, je ne peux qu'approuver. Le temps où l'on brûlait les gens pour sorcellerie est peut-être révolu, mais les mentalités n'ont guère évolué. Imagine la sentence que le tribunal de la morale prononcerait contre nous, s'il venait à se savoir que non seulement nous sommes ensemble, alors que je suis marié, mais qu'en plus nous étions 3 pour la Saint-Valentin. Rire de Nat. Tu es un homme, tu serais donc acquitté. C'est moi la femelle lubrique qui serait clouée au pilori ou envoyée au bûcher. La cabine du patrol a très vite retrouvé une agréable fraîcheur. Je démarre et reprends la piste. Quelques minutes de route et nous voilà déjà en vue du bois d'acacia où nous étions tout à l'heure. Un coup d'œil à ma montre, nous avons le temps. Que dirais-tu d'une halte safari ? Peut-être apercevrons-nous un léopard ou d'autres animaux, et pourrais-tu faire quelques photos ? L'air peu rassuré de Nathalie m'oblige à préciser. Rien à craindre, nous ne descendrons pas de voiture. Nous serons parfaitement en sécurité. Le visage de Nathalie a changé d'expression. Oh, alors, je veux bien. Léger coup de volant, et je m'engage dans les hautes herbes, dans les traces de notre précédent passage.